Bonjour à tous, merci beaucoup Marc pour l'introduction. Donc j'ai la lourde tâche de vous faire l'exposé d'introduction cette journée, parler un peu batterie lithium en général. Et je vais commencer, hop là, voilà. Je vais commencer, le pointeur, c'est ici. Donc, je vais commencer par des slides un peu généraux sur le marché des batteries. Et je vais aller directement à celui-ci. Donc en 2023, les batteries lithium, c'était environ 1200 gigawattheures. Et sur ces 1200 gigawattheures, il y avait environ, vous voyez, 85%, c'était pour les applications de véhicules électriques, ce qui laisse une quinzaine de pourcents pour les applications stockage résidentiel ou stockage réseau, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette compagnie, cette société, ici sont les fabricants de batteries avec leur production en gigawattheures annuelle. Cette société, c'est CATL, à elle seule, en Chine, elle représente 33% de la fabrication, de la production mondiale de batteries. Puis si on regarde un peu plus dans le détail, vous avez, ce que vous voyez ici, c'est les gigawattheures de batteries pour le véhicule électrique qui sont produites, et les fabricants. Vous avez 6 fabricants ici, donc, qui représentent 82% de la production totale de batteries. Et sur ces 6 fabricants, vous voyez qu'ils sont tous asiatiques. Donc c'est CATL, BYD, LG qui est coréen, Panasonic japonais et Samsung SDI et SK Innovation. Donc ça pose déjà un peu le cadre de cette technologie. La plupart des batteries sont fabriquées en Asie. Alors pour entrer un peu tranquillement dans le détail, les batteries lithium-ion, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des systèmes qui ont 2 électrodes, une négative et une positive. On va faire l'intercalation des ions lithium plus des ions lithium à chacune des électrodes. On utilise un électrolyte qui est non aqueux, donc des solvants à base de carbonate et des sels de lithium. Et à l'anode, la négative, c'est une électrode de graphite. Et le graphite, c'est un matériau qui est un matériau 2D, qui est stacké suivant l'axe Z. Et ce qu'on va faire l'intercalation et la désintercalation réversible des ions lithium dans le graphite. Donc on va injecter des électrons ici dans le carbone graphite, et la charge va être compensée par l'intercalation de lithium, et c'est le degré d'oxydation du graphite qui va changer. Donc le lithium reste sous forme d'ion. Et donc les ions lithium sont insérés pendant la charge, ici ils sont désinsérés pendant la décharge. Et de l'autre côté, on a une cathode, un matériau d'électrode positive, et cette cathode, il y a 2 grands types de cathodes, les cathodes oxyde métallique, des LiMO2, et M, ce métal, c'est en général du nickel, du manganèse et du cobalt. Et c'est le métal M qui va changer de degré d'oxydation pendant qu'on va intercaler et désintercaler les ions lithium de l'électrode positive. Donc ici, par exemple, on a le LiMO2, donc on a un degré d'oxydation supérieur à 3. On vient intercaler des ions lithium en injectant des électrons, ce qui fait que c'est le degré d'oxydation du métal M qui va diminuer. Et c'est comme ça qu'on va stocker, charger et décharger la batterie. Donc, on joue sur le changement de degré d'oxydation du carbone et le changement du degré d'oxydation du métal dans les cathodes de type LMO2. Le deuxième grand type de cathode qu'on a, ce sont les cathodes qu'on a dites LFP, LiFePO4, qui est du phosphate de fer. Dans ce matériau, toujours pareil, c'est le métal de transition, ici, c'est le métal, c'est le fer, qui va changer de degré d'oxydation lorsqu'on va intercaler ici des électrons dans le FePO4, degré d'oxydation fer 3, on va transformer, réduire au fur et à mesure le degré d'oxydation du fer, de passer de plus 3 à plus 2. Et en jouant sur les degrés d'oxydation, on échange des électrons, et donc des électrons qui sont ici libérés à l'anode vont être intercalés à la cathode, et ce sont les ions lithium qui bougent, d'où la batterie lithium-ion. Et vous voyez qu'en particulier à la négative, on peut échanger 1 mol d'électrons pour 6 mols de carbone. 1 mol de carbone, c'est 12 grammes, 6 fois 12, ça fait 72. On a une capacité de 372 mAh par gramme de carbone graphite. Et la question, c'est, en fait, on échange donc 1 Faraday pour 6 carbone, 372 mAh par gramme, mais pourquoi on ne prendrait pas du lithium métallique, tout simplement, à la place d'une électrode de carbone graphite ? Bien, si on prend du lithium métallique, ici, à la place de l'électrode de carbone graphite, et on garde la même cathode, ce qu'on voit, c'est qu'on peut échanger 1 Faraday, 1 mol d'électrons, pour 1 mol de lithium. Le lithium faisant 7 grammes, le Faraday faisant 26,8 ampères-heure, on peut échanger 3800 mAh par gramme. 10 fois plus de capacité pour le lithium métal que pour le graphite. Alors pourquoi on n'utilise pas le lithium métal ? Tout simplement parce que lorsqu'on va charger la batterie, lorsqu'on va faire la réaction de réduction du lithium plus en lithium, avec une électrode négative de lithium métal, ce qu'on voit ici, c'est que
le lithium-métal, là vous avez le lithium-métal, il va se déposer non pas de façon planaire sur l'électrode, mais il va se déposer sous forme, ici, de films, de dendrites, ce qu'on appelle de fils de lithium. Et ces fils de lithium, lorsqu'on va faire la recharge d'une batterie avec une électrode négative de lithium-métal, donc Li+, plus électron donne Li, ce lithium, ces fils de lithium, ils vont traverser le séparateur et vont faire un court-circuit à l'électrode positive. Et donc la batterie est morte. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser du lithium-métal à cause de la formation de ces dendrites. Et pourquoi le lithium-métal se réduit sous forme de fils et pas sous forme de feuilles de lithium qui viendraient croître parallèlement au collecteur? Tout simplement parce que le lithium-métal, au potentiel de travail du lithium-métal, quand vous mettez un morceau de lithium-métal dans l'électrolyte de la batterie, l'électrolyte n'est pas stable thermodynamiquement et on forme une petite couche ici de passivation. C'est des produits de réduction d'électrolyte qui se forment une seule fois. Et une fois que cette couche de passivation est formée, la batterie peut fonctionner. Sauf que cette couche de passivation, elle n'est pas tout à fait homogène et c'est pour ça que préférentiellement, on vient réduire le lithium et faire ces fils. Voilà. Donc, la seule solution pour faire une batterie rechargeable, cyclable, c'est de travailler avec du carbone graphite pour intercaler et désintercaler les ions lithium. Alors donc, en fonction des chimies de l'électrode positive, on va garder toujours la même chimie négative carbone graphite. Si on met une électrode positive de type LMO, comme je vous disais tout à l'heure, avec métal, le métal M, nickel, métal, cobalt, eh bien, on arrive à des énergies de 250 Wh par kilo et 700 Wh par litre. Et en fait, ce matériau LMO2, il est parti en fait du matériau trouvé par John B. Goodenough fin des années 70, l'oxyde de cobalt, LiCO2. Et l'idée, ça a été au fur et à mesure de remplacer le cobalt 3 dans LiCO2, pour diminuer un peu les problèmes de sécurité et de coût, et de remplacer le cobalt par d'autres métaux. Et ça a été l'occasion de développer les chimies qu'on appelle NMC. On va substituer une partie du cobalt par du nickel et du manganèse. Donc on part de LiCO2 et on fait du Li, nickel, manganèse, cobalt, oxyde. Et ce qui est intéressant et ce qui est important de noter, c'est que là, c'est du cobalt 3, et on remplace du cobalt 3 par du manganèse 4 et du nickel. Et ce nickel-là, il faut qu'il soit 2 et 3. Ce qui veut dire que dans ce matériau, NMC, le manganèse n'est pas actif, il reste au degré d'oxydation plus 4. C'est le nickel qui va travailler, il passe de plus 2 à plus 3 à plus 4 quand on sort du lithium, et le cobalt. Et donc ces chimies NMC, on les appelle, ce sont des chimies donc, qui sont très énergétiques, qui ont des densités d'énergie élevées, parce qu'on travaille sur 2 degrés d'oxydation du nickel et le cobalt, et on les appelle de la stoichiométrie des oxydes. Par exemple, quand on a 0,8 nickel, 0,1 manganèse, 0,1 cobalt, on parle de NMC 8,1,1, nickel, manganèse, cobalt. NMC 6,2,2, c'est 0,6, 0,2, 0,2. Donc ça, ces chimies, elles sont celles qui permettent d'avoir les densités d'énergie les plus élevées. Il y a une autre stratégie, c'est de remplacer le cobalt par du nickel, et par de l'aluminium. L'aluminium joue le même rôle que le manganèse, stabilisateur de structure, dans lequel le degré d'oxydation ne change pas. Et on a la chimie NCA, nickel, cobalt, aluminium, avec beaucoup de nickel, un peu d'aluminium et un peu de cobalt. Donc ces chimies-là, vous avez des courbes de cyclage ici. Vous voyez, ce sont des tensions moyennes de fonctionnement de 3 volts 7 en décharge. Là, ce sont différentes LMC, 1,1,1, 6,2,2, etc. Et plus vous mettez du nickel, plus la teneur en nickel est élevée, et plus vous avez une densité d'énergie élevée, parce que vous avez nickel 2, nickel 3, nickel 3, nickel 4. Mais plus vous avez une teneur en nickel élevée, plus votre batterie va être sujette à l'emballement thermique, puisque lorsqu'on va oxyder les derniers nickel 3 en nickel 4, on va générer beaucoup de chaleur, et il faut absolument gérer les flux thermiques dans les batteries NMC, autrement la température peut monter et faire ce qu'on appelle le feu lithium. Donc, on a une densité d'énergie à peu près de 250 Wh par kilo, mais le problème, c'est qu'on a la gestion thermique à faire sur ce type de chimie. Donc, lorsqu'on continue, batterie LFP, je vous disais tout à l'heure, FePO4, LiFePO4 et FePO4. Donc, on a une électrode positive de LFP et une électrode ici négative de carbone graphite. Ben, voilà la courbe de charge-décharge. Vous voyez que ce matériau, le LFP, il travaille à 3,4 volts en moyenne par rapport au lithium, au graphite. Ce qui veut dire qu'on a une tension plus faible que pour la NMC, ce qui veut dire que la densité d'énergie des batteries LFP, elle est plus faible de 30% en moyenne par rapport à la densité d'énergie des batteries NMC. L'avantage, par contre, c'est qu'on n'a pas de cobalt, on n'a pas de nickel, c'est FePO4, ce sont des matériaux pas chers, donc le coût est plus faible. On a des tensions plus élevées, donc sécurité accrue, mais densité d'énergie plus faible que par rapport à la NMC. Pardon. Et puis la dernière chose, c'est sur les anodes.
en fait, je vous ai parlé beaucoup de carbone graphite, mais ce qu'on fait aussi, c'est ce qui est fait, pardon, c'est de travailler avec le silicium. Le silicium, c'est un matériau, un métal, qui lui ne va pas faire l'intercalation des ions lithium, mais on va faire un alliage, on va réduire le lithium plus en lithium, et on fait un alliage LX-Si, et on peut rentrer jusqu'à 4 lithium avec le silicium, ce qui fait des capacités excessivement importantes théoriques, 4000 mAh par gramme. Mais le gros problème de ces réactions d'alliage, c'est qu'on a une variation de volume de 350% entre le Si et le Li4Si. Et donc ça gonfle, ça dégonfle et ça ne cycle pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on mélange un peu de silicium avec le carbone graphite pour augmenter la capacité, et on mélange jusqu'à 10-15%, mais évidemment l'idée c'est d'essayer d'aller de plus en plus vers des teneurs de silicium élevés. Donc voilà un peu le panorama. Puis si on regarde très rapidement un peu les prix, je vous disais tout à l'heure, les NMC matériaux NMC sont plus chers que les LFP, donc vous avez ici les prix pour des NMC 622, 811 par rapport au LFP. Ce qu'on voit, c'est que d'une part, sur ces chimies, la volatilité des prix est assez élevée, importante, qui est les fonctions de la situation géopolitique. On avait un pic en 2022. Et puis ce qu'on voit, on voit bien l'écart de coût entre la LFP et la NMC. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors si on résume un peu les différentes propriétés des batteries, le gros message, c'est qu'il n'y a pas une seule chimie de batterie qui satisfasse toutes les exigences en termes de densité d'énergie, de sécurité et de prix. C'est toujours un compromis. Donc vous avez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les chimies les plus énergétiques NCA, NMC, mais qui ont la contrepartie d'avoir des problèmes de sécurité en partie sur l'emballement thermique. Par contre, on a, pour ces matériaux-là, on a aussi un coût plus élevé. Pour le LFP, par contre, on a des aspects sécurité tout à fait satisfaisants. Il n'y a pas d'emballement thermique, il n'y a pas de nickel. Et on a aussi un coût relativement modeste. Mais le contrepoint, c'est qu'on a une densité d'énergie plus faible. Voilà, donc vraiment, gardez présent l'esprit que la chimie, c'est toujours un compromis. On n'a pas de chimie tueuse qui va permettre d'adresser tous les défauts ou tous les besoins. Alors ça, c'est un peu une carte. Alors, ce qui est important, c'est qu'elle a été faite en juin 2024, qu'elle a été présentée à l'automne 2024 sur les usines, les annonces d'usines en Europe. Ce sont les gigafactories. Donc, il y avait 1700 gigawattheures de capacité de production qui étaient prévues. Et en France, c'est là où c'est intéressant, on a 5 gigafactories, bientôt 6. On a 5 gigafactories en France avec ACC, ici, Total Energy, Stellantis, Mercedes, Verkor et Blue Solution. Et puis, on a 2 sociétés qui sont européennes et 2 sociétés qui sont étrangères, Envision AEC, Chine-Japon, et Prologium, qui est taïwanais. Donc ça, c'est un peu le panorama des installations d'usines, donc j'insiste, en juin 2024. Et là, j'ai parlé de cellules de performance. On a fait l'électronégative, le séparateur, la positive, l'électrolyte. Donc ça, c'est une cellule. Mais bien évidemment, pour faire des batteries pour le véhicule électrique, on prend des cellules, on les assemble en série parallèle pour faire les vraies batteries. Et donc les batteries, vous voyez, il y a différentes façons de faire des batteries. La première technique, c'est de faire ce qu'on appelle les cells to modules. Donc on prend des cellules, on les assemble en modules. Ces modules, on les met en série parallèle pour faire des batteries de 400, 500, 600 volts. L'autre façon, c'est de faire ce qu'on appelle le cell to pack, c'est-à-dire on enlève la partie module, on prend directement les cellules, on les colle ensemble, et on a directement le pack de batterie. On n'a pas le module. Donc ça, c'est un design qui est un peu plus intégré par rapport à cellule, module, pack. Donc le cellule au pack est plus intégré et plus compact que le premier. Et puis le design ultime, c'est ce que vous appelez le cell to châssis. Le cell to châssis, ce sont les batteries qui vont faire la rigidité du véhicule électrique. Donc les batteries sont intégrées dans le châssis. Elles sont plus fixées sur le châssis, pardon. C'est le matin. Voilà, c'est ça. Elles ne sont pas donc fixées comme dans ce cas-là, elles sont partie intégrante du châssis. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que cette notion d'intégration, ça va permettre de diminuer les écarts que vous aviez entre la densité d'énergie par kilo ou volume de cellules et la densité d'énergie par kilo ou volume de batterie, la batterie qu'on achète pour mettre dans le véhicule électrique. Et là, vous avez par exemple la densité d'énergie en wattheure par litre au niveau de la cellule pour le NMC et le LFP. Je vous ai dit, il y a une différence de densité d'énergie. La NMC est plus énergétique que le LFP. Par contre, quand on passe au niveau d'un module, on est toujours à peu près à la même valeur. Mais si on passe au niveau d'un pack batterie,
avec une intégration, un degré d'intégration modeste, vous voyez qu'on diminue l'écart entre les chimies. Et si on passe avec un degré d'intégration encore plus important, l'écart entre la chimie LFP et NMC par kilo de pack ou par water de pack diminue. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, je vous ai mentionné tout à l'heure que les chimies NMC, elles étaient sensibles à l'emballement thermique. Donc, il faut évacuer les calories. Il faut faire un management thermique important, chose qui est beaucoup moins important à faire dans les batteries LFP. Donc, on peut compacifier les batteries LFP, mettre dans le même volume beaucoup plus de cellules qu'avec une chimie NMC, puisque la partie BMS, la partie management thermique, elle est beaucoup moins complexe avec la chimie LFP. Et donc, c'est comme ça qu'on réduit les écarts de performance par rapport à la cellule et à la batterie finale en chimie NMC et LFP. Et ça a une importance parce que si vous regardez ici, ça, ce sont des chiffres d'il y a déjà 3 ans. Donc ça, c'est les watts par kilo de cellules pour des chimies NMC ou LFP. Et ici, vous avez les watts par kilo de batterie. Eh bien, vous voyez que quand on prend des cellules de type NMC, avec des densités d'énergie de 250 watts par kilo, si on arrive au pack, on est à 160 dans cet exemple. Si vous prenez des chimies LFP, que vous arrivez à avoir une compacité de pack de batterie très, très, très élevée, donc c'est la technologie des packs, eh bien vous voyez que vous arrivez à peu près, en partant des valeurs de densité d'énergie par cellule plus faibles, à la même valeur à peu près, entre le LFP et le NMC, à peu près la même valeur de watts par kilo de cellules. Alors ça, c'est un cas un peu extrême, mais ça vous montre toute la technologie qu'il y a dans le pack de batterie, le design de pack de batterie, à partir d'une chimie. Et à partir de là, mais vous avez des exemples de batteries, donc BYD qui avait lancé en 2021 sa batterie Blade avec une densité d'énergie de 150 watts par kilo de batterie avec une chimie LFP. S-Volt en 2023 sa batterie Dragon Armor avec 170 watts par kilo, donc 76% de compacité. CATL ici est arrivé à peu près à la même valeur avec 72% d'intégration. Et CATL en avril 2025 a annoncé 190 watts par kilo au niveau batterie, avec une chimie LFP, avec quelques additifs. Donc vous voyez, l'intégration fait que la maturité technologique et le degré d'intégration de ces batteries fait qu'on augmente les performances des chimies LFP. Alors ça montre quoi? Ben, ça montre que initialement, si on regarde un peu le pourcentage de chimie LFP versus NMC dans le temps, de 2021 à 2023, ce sont des chiffres consolidés, ça ce sont des projections. Mais vous voyez que initialement, on était sur à peu près 60% de batteries chimie NMC, 40% LFP pour les applications mobilité. Et bien, au fur et à mesure, la part de la chimie LFP, elle augmente. Elle augmente parce que les batteries LFP, quand on arrive à les compacifier, elles sont moins chères. On a des performances par kilo et par volume de batterie qui sont assez intéressantes. Donc, cette part de marché augmente. Mais vous voyez que même dans ces projections-là de Bloomberg, la part des batteries NMC, ça ne sera pas zéro. Ça sera toujours entre 30 et 40% à la fin parce que c'est la chimie la plus énergétique. Et on sait aussi compacifier des batteries NMC. Vous voyez, je vous donne 2 exemples ici de 2025, la chilling batterie de CATL, la nouvelle génération, avec une chimie NMC. Ça, ce sont les cellules. Et là, vous avez ici le refroidissement, le BMS, le Battery Management System pour le thermique, le management thermique. Ils ont annoncé donc 255 watts par kilo, 1000 km d'autonomie avec les normes chinoises et 80% de recharge en 7 minutes. Donc la chimie NMC au niveau batterie progresse aussi. Et là, ça, c'est une chimie un peu compliquée où ils annoncent 1500 km avec une batterie avec 2 chimies. Mais bon, ça, ce sont des prévisions. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, quand on a des chimies à la base avec des cellules, ce qui est très important, c'est comment on les intégrer pour faire des batteries. Et là, évidemment, la technologie est aussi très importante. Alors, au niveau des matériaux, donc ça, ce sont des données de Fortrum. Donc en fait, si je regarde les chimies NMC, vous avez à peu près 85% du lithium qui vient d'Australie. Vous avez 80% du manganèse d'Afrique du Sud et du Gabon. Le cobalt, il vient quasiment exclusivement de la RDC. Et puis, entre 40 et 50% du carbone graphite qui vient de la Chine. Et ça, ce sont des chiffres sur une batterie NMC, d'environ 80 kWh. Donc, dans une batterie pour un véhicule électrique,
de 80 kWh, à peu près, en chimie NMC 8.1, vous avez 50 kg de nickel, 8 kg de lithium, 7 kg de cobalt, 70 kg de graphite. Donc ça veut dire en fait juste que le recyclage de ce type de chimie, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Parce que vous multipliez ça par le nombre de véhicules électriques et on arrive à des tonnages très importants. Et donc cette partie recyclage pour les chimies NMC, donc comment on recycle les batteries? Encore une fois, c'est à très gros traits. Donc on prend les batteries, déjà on les classe par chimie. On prend par exemple les NMC, on vient d'abord les décharger, on les broie. Par évaporation, on vient récupérer l'électrolyte, et puis après on va faire un tri. Alors, il y a différentes façons, par flottation, par magnétisme, etc., etc. Et tout ce tri, ça va permettre de récupérer ce qu'on appelle la black mass, qui est très importante. La black mass, ça contient le carbone, graphite, le cobalt, allez-y, le cobalt, le graphite, le lithium, le manganèse et le nickel. D'ailleurs, merci de me rappeler que... Parce que dans le micro, ça... Pour ne pas faire la même. Donc, là... Voilà. Donc, il n'y a pas de stress. Ça m'arrive aussi. La black mass, donc, contient le carbone, graphite, le cobalt, le carbone additif, le lithium, le manganèse et le nickel. Et c'est cette black mass qui est évidemment très importante, en plus de la récupération du cuivre, de l'aluminium, des plastiques, des métaux ferreux et non ferreux, et des séparateurs. Parce que cette black mass, en fait, à partir de ça, on va pouvoir faire des traitements hydrométallurgiques. Cette black mass, on va la prendre et on va la dissoudre pour reprécipiter des sels de métaux, des sulfates métalliques, sulfate de cobalt, de manganèse, sulfate de nickel. Et après, et très important, récupérer le lithium sous forme de carbonate de lithium. Il faut que la pureté de ce carbonate de lithium soit excessivement importante et le raffinage du carbonate de lithium, c'est un point clé. Et à partir de ça, on va pouvoir reprécipiter ces sulfates sous forme d'hydroxyde et on va faire des hydroxydes. Et quand on va remélanger ces hydroxydes dans les bonnes concentrations, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des pré-CAM, des matériaux pré-CAM, c'est cathode active matériaux, le matériau de cathode. On va faire des précurseurs de matériaux de cathode. Et ces précurseurs, après, quand on les mélangera avec le carbonate de lithium, on pourra refaire de la matière active. Donc, il y a deux étapes, l'extraction-précipitation, et puis après, précipitation des hydroxydes et le raffinage du carbonate de lithium. Et pour arriver à faire des matériaux de grade batterie, ben c'est très complexe et c'est une chimie vraiment très, très importante qui est maîtrisée par la Chine principalement, même si les annonces avec Orano d'implantation d'usines de recyclage laissent de grands espoirs. Alors, ce recyclage, dont j'ai remis un peu les chiffres de production, ce recyclage, il y a donc l'andolé FePO4, il n'y a pas de matériaux critiques. Donc c'est du lithium, c'est du fer et du phosphate. Ces batteries-là, elles n'ont pas de matériaux critiques, donc elles sont intéressantes, les performances, bas coût. Mais par rapport au recyclage, en fait, il y a des questions qui se posent. Premièrement, parce que les batteries LFP, elles sont tellement intégrées. Aujourd'hui, vous avez vu, on arrive même à faire des batteries châssis. Donc les cellules sont collées. Démonter ces batteries pour recycler le LFP, c'est déjà compliqué. Et après, la question se pose du coût du recyclage du LFP, de la valorisation de ce qu'on obtient par rapport au coût du recyclage lui-même. Et ça semblerait que ça soit plutôt une opération qui coûte de l'argent plutôt que la valorisation du produit. Donc clairement, il y a des questions qui se posent sur le recyclage de la chimie LFP. Par contre, la chimie NMC, elle contient des matériaux critiques ou des matériaux haute valeur ajoutée comme le nickel, le cobalt, donc densité d'énergie plus importante et coût plus élevé, mais de façon intéressante, du fait qu'il y ait des matériaux critiques, du fait qu'il y ait des matériaux comme le cobalt, eh bien en fait, il y a une forte valeur ajoutée au recyclage. Donc ça, c'est la première chose. Rien que la récupération du cobalt permet de couvrir les frais, des 10% de cobalt, des frais de recyclage. Et puis surtout, ça permet aussi d'avoir un accès, quand même, hein, vous vous souvenez, l'origine des minerais, ça permettra d'avoir un accès, ou permettrait d'avoir un accès à une partie de matériaux précurseurs pour des électrodes, les matériaux de cathode. Et ça, c'est quand même non négligeable. Donc c'est pour ça aussi que cette chimie NMC, qui était prévue pour faire 30% du marché par les études de Bloomberg, elle a aussi cet intérêt-là de permettre d'avoir des accès à des matériaux. Ok, donc
Pour limiter les métaux critiques, donc il y a aussi d'autres chimies qui sont utilisées. Donc je vous ai parlé du LFP, hein, cette courbe-là, avec encore une fois la problématique de la faible densité d'énergie. Eh bien, si on remplace le fer par le manganèse, on obtient du LMNP, MnPO4. Et le LMNP, vous voyez, c'est la même courbe à peu près, sauf que la tension, c'est pas la même. Donc on a des tensions de 4 volts. Donc on augmente la densité d'énergie par rapport au LFP. Et ça, c'est un matériau intéressant. Le gros problème, c'est que le LMP, le lithium manganèse phosphate, il a une faible conductivité, il y a beaucoup de changements structuraux, donc sa cyclabilité, elle est compliquée, ça ne marche pas très bien. En fait, l'idée, ça a été développé de faire des substitutions. On part de LiFePO4 et on substitue un peu de fer par du manganèse et on fait la chimie LMFP. Et cette chimie LMFP, jusqu'à 50%, 60% de manganèse, c'est un bon compromis entre augmentation de densité d'énergie et stabilité. Et cette chimie LMFP, alors les performances de ce LMFP en termes de stabilité, de cyclabilité, etc., dépendent du ratio de la teneur en manganèse. Plus vous mettez de manganèse, plus la tension est élevée. Hein, vous voyez ici, c'est l'accès à ce plateau ici au potentiel. Mais plus vous mettez de manganèse, moins c'est stable en cyclage. Donc c'est un compromis. Et c'est pour ça que cette chimie LMFP, qui est une chimie donc sans métaux critiques, eh bien, elle est utilisée par les grands fabricants. On fait soit des mélanges, on remplace un peu de NMC par du LMFP pour diminuer la teneur en nickel et donc augmenter la sécurité. On fait aussi des mélanges avec du LFP pour augmenter la densité d'énergie par rapport au LFP. Et puis il y a des structures avec des matériaux cork-shell, cœur-coquille, dans lesquels on a des concentrations manganèse plus faibles en surface qu'au cœur. En fait, c'est des stratégies de cristallochimie qui sont assez intéressantes. Donc le LMFP est un matériau important. Et puis sur les matériaux critiques, eh bien, on va voir tout à l'heure un exposé de Mathieu Morcret sur la chimie sodium-ion. Donc je vais pas en parler, il faudra un exposé entièrement dédié à ça. Donc lithium, sodium versus lithium. Donc la première chose, c'est évidemment le sodium qui est un matériau abondant, mais il a des propriétés spécifiques par rapport au lithium, que Mathieu vous expliquera tout à l'heure. Et puis après, on a la chimie lithium-soufre. Donc la cathode soufre, évidemment un matériau non critique. Et là, ça sera l'exposé de Sébastien Liattard du CEA qui vous donnera une vision d'ensemble sur cette chimie lithium-soufre. Donc c'est deux chimies qui sont sans matériaux critiques ou avec beaucoup moins de matériaux critiques si on enlève le lithium. Et puis après, pour le futur, bon, on est, vous voyez, hein, sur cette roadmap ici. Donc ça, c'est la densité d'énergie watt par litre, les années des différentes chimies. Donc il y a un enjeu clair, c'est la charge rapide. Tout le monde travaille sur la charge rapide, passer de 20 à 80% d'état de charge en 15 minutes. Aujourd'hui, c'est fait avec les superchargeurs. Mais on sent bien que pour la chimie classique, électrolyte liquide, on a un optimum de performance, on va dire, qui serait plutôt vers les 350 Wh par kilo. Et l'idée, c'est de dire, si on veut aller au-delà de 350 Wh par kilo, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire Il faut que je calcule le temps, 45 minutes. Il me reste... C'est bon ? Ok. Au-delà de 350 pour aller au-delà de 350 Wh par kilo, il faut changer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi ? Là, c'est la chimie classique, électrolyte liquide, graphite plus silicium, NMC, ou alors LFP, LMFP, etc., un électron pour 6 carbones, 372 mA par gramme, on en a parlé. L'idée, c'est de remplacer l'électrolyte liquide par un électrolyte solide. Et ça a deux gros avantages. Le premier, vous enlevez le solvant des électrolytes, et donc vous allez améliorer la sécurité. Et le deuxième, vous pouvez vous permettre d'utiliser ici une électrode de lithium métal. Parce que si vous avez un électrolyte qui est solide entre les deux, vous avez un séparateur solide de lithium métal, les dendrites, quand elles se forment, elles restent coincées. Elles ne peuvent pas traverser le séparateur tout solide. Et c'est l'idée des batteries tout solides, augmenter la sécurité et la densité d'énergie. Et pour ça, vous avez différents électrolytes, 3 grands types d'électrolytes qui sont disponibles. Les électrolytes oxyde, à base d'oxyde, les électrolytes à base de polymère, et les électrolytes, à base de sulfure. Alors, cette chimie-là, vous voyez déjà, on voit les gros problèmes. Le premier problème, ça va être l'interface ici, lithium-métal, électrolyte solide, lithium-métal, électrolyte solide. Ça va être d'arriver à confiner les dendrites-là, éviter que les dendrites de lithium-métal, elles traversent le séparateur. Donc c'est la première interface à gérer. Lithium-métal, électrolyte solide. Et puis, quand on met une électrode de lithium, de NMC, enduite sur un collecteur de courant d'aluminium dans un électrolyte liquide, on voit bien que l'électrolyte, il va mouiller toute l'électrode, toute la porosité, tout va bien. L'interface de contact, elle est là. Mais si vous prenez votre électrode et vous la mettez dans un électrolyte solide, l'interface entre le matériau de cathode et l'électrolyte solide, elle est complexe. Elle est complexe, vous voyez ici. Donc vous avez
L'électrolyte, il est ici, donc il faut que votre électrolyte solide, qui est le conducteur ionique, soit interpénétré avec le réseau de la poudre de votre matière active. Donc on voit les difficultés. Et donc, la première difficulté, c'est la maîtrise des dendrites, l'interface lithium-métal électrolyte solide. Et la deuxième difficulté, c'est la stabilité de l'interface électrolyte matériau de cathode positif, de cathode, parce que vous avez des instabilités mécaniques et des instabilités électrochimiques. Et c'est sur ça que sont les grands challenges. Alors, les batteries à électrolyte tout solide, Valérie Busset vous en parlera tout à l'heure, aujourd'hui en Chine, en Asie, c'est un sujet mais qui avance énormément et très rapidement. Donc, si je reprends un peu cette espèce de dessin là, avec le lithium-métal, l'électrolyte solide, le séparateur tout solide, qui peut être encore une fois un polymère, un oxyde ou un sulfure, et le mélange matériau de cathode électrolyte. Ben, si je regarde déjà ce qui se passe si je prends un polymère. Les polymères, ça c'est une espèce de diagramme en toile d'araignée. Vous avez la conductivité ionique, la compatibilité avec le lithium, la compatibilité avec la positive, et puis la compatibilité avec les électrolytes. Pardon. Donc, les électrolytes solides polymères, ils sont en général stables au potentiel du lithium-métal. Ça va. Par contre, ils ont des problèmes de conductivité à température ambiante. C'est pour ça que, par exemple, des électrolytes qui sont utilisés par Blue Solution dans les Blue Bus fonctionnent à 70 degrés. Et le deuxième problème de ces polymères, c'est le principal, c'est qu'ils ne sont pas stables au potentiel de la NMC. Ils travaillent juste, aujourd'hui, on sait les faire fonctionner avec du LFP à 3,4 V, mais pas à 4,2 V avec de la NMC. Et ça, c'est le gros sujet des électrolytes solides tout polymères. Leur stabilité électrochimique par rapport à la NMC. Le deuxième type, ce sont des électrolytes sulfures. Alors, si je refais un peu ce diagramme en toile d'araignée, la conductivité, elle est excellente. On a des conductivités qui sont quasiment les mêmes que l'électrolyte liquide dans les meilleurs cas. L'autre gros intérêt, c'est que ces électrolytes, ils sont mous. C'est-à-dire on peut leur faire prendre la forme qu'on veut, en fait. C'est important par rapport aux électrolytes oxydes. Par contre, ils ont deux problèmes, c'est qu'ils ne sont pas stables thermodynamiquement au potentiel ici du lithium-métal, et ils ne sont pas stables au potentiel de la positive. Donc ça semble un peu compromis, mais on va voir qu'il y a des solutions. Et le dernier type, ce sont les électrolytes solides oxydes. Et là, ces électrolytes solides oxydes, ce sont les seuls qui sont stables. Il y a un ou deux oxydes qui sont stables et au potentiel de la positive et au potentiel de la négative. Le problème, c'est qu'ils ont des propriétés mécaniques ils ont des duretés Vickers très dures, et donc on a où c'est que c'est, pardon, c'est là. Hop, excusez-moi, je reviens ici. Je ne peux pas faire machine arrière. Bon, alors en fait, c'est pas grave, c'est comme les électrolytes solides céramiques sont très durs. L'interface de contact entre le lithium-métal, l'interface de contact entre le lithium-métal et cet électrolyte, il a une impédance très élevée. Et ça, c'est un problème. Et c'est la même chose pour l'interface de contact entre la cathode et l'oxyde. Donc, si je regarde ici, on va présenter un peu, j'ai parlé des électrolytes sulfures, des électrolytes oxydes et halogénures. Donc là, vous avez différents types, les électrolytes oxydes, les électrolytes sulfures et des électrolytes halogénures. Ça, c'est la conductivité en fonction de la nature des électrolytes. Ça, c'est la conductivité d'un électrolyte liquide, qui fait une dizaine de millisiemens par centimètre. Ben, vous voyez que les sulfures, ils ont la même conductivité, ils sont solides, mais la même conductivité que les liquides. Donc c'est bien. Par contre, si je regarde ici, la stabilité électrochimique de ces trois familles d'électrolytes par rapport au lithium-métal. Le potentiel du lithium-métal, il est ici. Voyez ? Donc pour que cet électrolyte soit stable au potentiel du lithium-métal, il faut que sa stabilité électrochimique elle atteigne 0 volts ici. Mais vous voyez qu'il n'y en a qu'un, c'est l'oxyde LLZO, c'est le Li7La3ZR2O12, qui est un oxyde solide qui conduit les ions lithium, qui est stable au potentiel thermodynamiquement du lithium. Donc lui, thermodynamiquement, il ne peut rien lui arriver, il ne peut pas se réduire. Mais il n'y a que celui-là. Après, si je regarde, mais ce que je vous dis tout à l'heure, la résistance de contact, elle est beaucoup plus élevée. Beaucoup plus élevée. Après, si je regarde la stabilité thermodynamique par rapport au potentiel haut, la NMC, elle travaille, on a dit, à 4 volts de max. Elle est ici. Mais vous voyez que seuls les alides et le LATP
Seuls cet oxyde et les électrolytes halides sont stables au potentiel de travail de la NMC, thermodynamiquement. Il ne peut rien leur arriver. Par contre, si je regarde maintenant les sulfures, eh bien, ils ne sont pas stables au potentiel de travail du lithium et ils ne sont pas stables au potentiel de travail de la NMC, thermodynamiquement. Donc, pourquoi on parle de sulfure en fait? Eh bien, pourquoi on parle de sulfure? Eh bien, tout simplement parce que les sulfures, quand on va les mettre au contact du lithium métal, il va se former une couche de passivation. Par exemple, je prends cet électrolyte sulfure, ici, qu'on appelle argyrodite, L6PS5Cl, je le mets au contact du lithium, le lithium s'oxyde, il va former du Li+, ici, et cette argyrodite se réduit en formant du Li2S et du Li3P. Une fois cette réaction est faite, il y a une petite couche qui se forme à l'interface, et c'est stable. Donc il est thermodynamiquement pas stable, cet électrolyte, mais il est cinétiquement stable. On a cette couche de passivation qui bloque tout après, mais qui permet les échanges d'ion lithium. C'est comme l'aluminium et la couche d'aluminium. Et c'est pour ça que, ici, grâce à cette passivation, on peut utiliser ces électrolytes sulfure. Maintenant, si on regarde ce qui se passe à la positive, là, par contre, les électrolytes sulfure, encore une fois, 4 volts 2, ils ne sont pas stables. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut utiliser des sulfures en électrolyte solide avec une cathode de type NMC, il va falloir, sur les grains de cathode, mettre une petite couche de protection, un coating, ce qu'on appelle, un film de protection pour éviter le contact direct sulfure-NMC. Et ça, c'est donc l'obligation d'avoir des coatings de surface pour faire du cyclage. Et puis les halogénures ici, ils sont tous instables au potentiel de travail du lithium métal, ce qui veut dire qu'on ne peut pas mettre des halogénures, des halides, on ne peut pas les utiliser directement au contact. Il faudrait mettre d'abord une argyrodite, un sulfure, ensuite les halides qui sont stables au potentiel de la NMC. Vous voyez un peu la complexité, mais ça se fait. Et donc, si je résume, ça c'est un slide que j'ai emprunté à Valérie Bussette qui va parler tout à l'heure lors d'une conférence qu'elle avait donnée à Lyon. Donc, si on regarde les chimies électrolytes tout solides, lithium métal, polymère. Donc, lithium métal, polymère, et puis on a la CAM polymère. Le gros problème ici, c'est la stabilité versus la NMC. Les électrolytes tout solides oxydes, ça c'est intéressant, mais par contre, il y a des chimies qui permettent d'utiliser un électrolyte tout solide oxyde avec ici une cathode, et on triche un peu, on met de l'électrolyte gélifié dans la cathode pour permettre de diminuer les impédances de contact. Donc ça, c'est un système hybride qui marche bien. Et puis après, il y a des structures hybrides organiques, inorganiques qui permettent aussi d'essayer de tirer avantage de chacun des différents électrolytes. On mélange un peu des polymères avec des oxydes ou des sulfures. Bon, ça, ce sont aussi des électrolytes hybrides. Mais vous allez avoir donc sur ces aspects électrolytes gélifiés un exposé de Léa Mangani d'Arkema. Et puis après, sur les électrolytes sulfures, ça sera donc l'exposé de Valérie Bussette. Donc là, vous avez une NMC, c'est schématique, hein, un électrolyte sulfure, et ça, c'est une NMC. Et ça, c'est l'idée de faire ce petit coating en surface de la NMC, coating à base d'oxyde, de phosphate, des hybrides, pour permettre au lithium de traverser, aux ions lithium de traverser, mais éviter le contact direct entre la NMC, le rideau bombette, la NMC et le sulfure, parce que là, on a une instabilité. Et donc ça, ces électrolytes sulfure, ce sont des électrolytes prometteurs qui sont très étudiés, qui sont en développement, et donc ça sera encore une fois l'exposé de Valérie. Et puis je vais juste dire quelques mots sur le stockage réseau, stationnaire, pardon, parce que vous voyez que pour le stockage stationnaire, c'est pas comme dans une voiture, on se moque des watts par kilo ou par litre, on peut avoir de la place dehors, on met des containers entiers, donc c'est pas les mêmes contraintes sur les systèmes. Et ça veut dire que ça ouvre à plusieurs types de chimie, d'autres chimies que le lithium pour ces applications. Et donc en particulier, vous avez des batteries métallaires, vous avez des batteries redox flow et vous avez des batteries aqueuses. Et ça va être l'exposé de Philip Stevens qui va vous présenter toutes des chimies de batterie, des stratégies de chimie de batterie pour les applications spécifiques stationnaires, encore une fois, qui n'ont pas ces contraintes de watt kilo ou watt litre, mais les contraintes, c'est plutôt le coût. Et puis, il y a aussi quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est, on a parlé beaucoup de chimie organique, de matériaux, batteries lithium, mais il y a aussi des chimies aqueuses, hein. Il y a le zinc avec des chimies zingaires. Le zinc, tout le monde connaît les piles alcaniles, elles ne sont pas rechargeables, en tout cas pas bien, mais le zinc, ça offre pas mal d'opportunités, en particulier en couplant le zinc avec une électrode à air, on pourrait arriver à des performances ici de 350 Wh par kilo avec des systèmes à queue, donc évidemment au niveau environnemental et bas coût, et c'est très important, mais le zinc a beaucoup de problèmes. Le zinc, lui, se forme une couche de passivation naturellement, c'est l'hydroxyde de zinc à la surface, au contact d'un électrolyte, et on a exactement les mêmes problèmes que pour le lithium,
une couche de pseudo-passivation, et quand on recharge, on fait le dépôt de zinc de plus en zinc, ben on a les mêmes problèmes, on a des problèmes de dendrite. Donc ça, c'est déjà un souci. On a aussi des problèmes de corrosion, parce que le zinc n'est pas stable en milieu légèrement acide. Enfin bon, il y a tous ces problèmes à résoudre, mais il ne faut pas oublier les systèmes à queue. Et puis, en dehors des applications stationnaires, il y a Pierre Chauffour de Renault Trucks qui va vous faire une présentation aussi des batteries pour les camions, et Jean Botti, une présentation aussi pour des applications plutôt avions. Voilà, et je vais finir juste en 2 slides en parlant un peu de l'écosystème français, la structuration de l'écosystème français en R&D, parce que sur le sujet batterie. Donc en 2011, il y a eu le réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie qui a été créé avec Jean-Marie Tarascon et que j'ai l'honneur de diriger avec Mathieu Morcret depuis quelques mois. Donc ça rassemble des laboratoires, 17 laboratoires de recherche en France, ça rassemble des sociétés, 18 compagnies, et puis des centres de recherche et transfert technologique, avec comme le CEA, l'IFP et l'INERIS. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la recherche fondamentale, ici de qualité, et d'essayer de la transférer vers l'industrie. Et un des exemples vous sera présenté par Mathieu Morcret tout à l'heure. Et puis au niveau aussi toujours national, il y a une stratégie nationale d'accélération batterie avec le PEPR batterie, qui est un PEPR dont la feuille de route a été donnée par le ministère, donc c'est de développer les futures générations de batteries. Alors c'est du faible TRL 1.4, c'est la recherche vraiment amont, TRL 1.4 sur les futures chimies, avec un budget de 50 millions d'euros pour 7 ans qui a démarré en 2022. Et il y a une trentaine de laboratoires qui travaillent ensemble sur ces sujets, et 3 axes, les nouvelles chimies de batteries, au-delà du lithium, les BMS, les Battery Management Systems avancés, et des nouveaux outils de simulation, caractérisation pour caractériser les matériaux. Voilà, j'arrive à la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long.